Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Faites entrer l'invité. Nous allons parler aujourd'hui d'un corps de métier qui fait polémique, dénoncé par beaucoup. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les mauvaises conditions du transport sanitaire. Nous allons parler aujourd'hui, vous l'aurez compris, des ambulanciers. Un ambulancier doit normalement assurer sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale la prise en charge et le transport de malades, de blessés dans des véhicules de transport sanitaire adaptés pour des raisons de soins ou de diagnostic. Ce professionnel doit normalement également connaître l'état d'urgence de ces malades. Avant de les transporter, il doit être informé sur le degré de gravité des patients et leur type de blessure auprès de la structure pour laquelle il travaille. Il devrait être à même, durant le trajet, d'intervenir en cas d'urgence pour prodiguer les premiers secours. Qu'en est-il vraiment chez nous ? Les plaintes, malheureusement, se multiplient. Certaines ambulances n'ont aucune infrastructure de soins, même pas d'oxygène. Certains ambulanciers n'ont aucune formation ou expérience en matière de santé et même pas les premiers gestes de secours. Des sociétés privées d'ambulances existent et font quelquefois appel à de simples chauffeurs incapables d'intervenir. Vrai ou faux, nous allons faire l'état des lieux avec nos deux invités aujourd'hui. Le professeur Ahmed Hassan Al-Adib, il est médecin et président de la Société marocaine de médecine d'urgence. Bonjour professeur. Bonjour Madame Laouni, c'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir également pour moi que vous ayez accepté cette invitation parce que c'est un sujet des plus importants. Également avec nous, le docteur Karim Lahloui, il est médecin urgentiste. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il y a un petit écho chez vous. Oui, je pense, oui. Ah oui, il y a un gros écho même, si on peut. C'est peut-être, vous avez le retour de la radio, non ? Je pense que c'est Voilà, il va falloir, voilà. Alors, Voilà. Messieurs, c'est un sujet sur lequel nous revenons régulièrement sur Radio 2M. C'est un sujet que nous avons traité il y a 4 ans. C'est un sujet que nous avons traité durant le Covid également et nous sommes malheureusement obligés d'y revenir parce que force est de constater que les choses n'ont pas vraiment avancé. En novembre dernier, nos confrères du journal Le Matin attiraient également une nouvelle fois de plus l'attention sur la situation dramatique des urgences médicales avec ce titre « La gangrène du transport sanitaire ». Tous les deux, vous êtes parfaitement conscients de la situation pour la sécurité, la santé de nos concitoyens et nous devons d'en parler. Alors les témoignages qui nous parviennent sont des plus choquants, voire révoltants. Est-ce que, s'il vous plaît, tous les deux, nous pouvons en parler aujourd'hui très ouvertement, sans langue de bois, parce que c'est important non seulement de tirer la sonnette d'alarme et de se dire où on en est aujourd'hui. Je vais vous poser des questions très claires. Des ambulances transportent des malades sans aucune infrastructure de soins, même pas d'oxygène. Vrai ou faux, professeur ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous confirmez tous les deux. Juste après, je vais quelques petites questions. Voilà. Des ambulanciers qui n'ont aucune formation, connaissance des gestes de premier secours. Vrai ou faux ? Certains, oui. Vous confirmez également, docteur Lahlou ? Oui, tout à fait. Des ambulanciers qui circulent à toute vitesse, sirène hurlante, sans se préoccuper du confort du patient et du danger pour sa vie. Vrai ou faux ? Vrai. Des ambulanciers qui demandent, là c'est vraiment, on va mettre certains et pas généralisé, mais ce sont des témoignages que nous avons eu également, des ambulanciers qui en arrivent à demander aux familles des patients de l'argent avant de transporter le patient pour mettre soi-disant quelquefois de l'essence, bref, qui demandent de l'argent. Vrai ou faux ? Ça, c'est plus que vrai, c'est une réalité quotidienne. Merci. Merci de votre transparence et de dire les choses comme elles sont. Alors, l'état des lieux, vous êtes d'accord tous les deux pour dire, puisque on imagine bien évidemment, vous êtes médecins tous les deux, vous y êtes sans cesse confrontés. Qui veut prendre la parole ? Professeur d'abord ? Professeur Ahmed Hassan ? J'ai pas très bien entendu la question, c'est pour ça que j'ai marqué un temps de... Je vous dis, quel est l'état des lieux ? Vous êtes tous les deux médecins. C'est quelque chose à quoi vous êtes confrontés.
pour la sécurité de vos malades, de vos patients que vous accompagnez. Quel est aujourd'hui l'état des lieux? On entend tellement de choses qu'on a du mal à se dire c'est pas possible, c'est pas vrai. On n'en est pas encore aujourd'hui là en 2023. Oui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes structurels liés à la problème de la santé. Sa Majesté Sa Majesté n'a pas appelé à une refonte du système de la santé pour rien, parce qu'il y a beaucoup de problèmes en profondeur qui impliquent le parcours des patients, qui impliquent la prise en charge des patients depuis le préhospitalier. Et donc, la santé est totale. Il y a des anomalies à tous les niveaux. Le problème, il est très complexe, mais on peut viser certains points d'amélioration. C'est vrai que ces témoignages sont extrêmement choquants, une réalité extrêmement choquante pour les citoyens. Maintenant, nous, notre rôle, c'est d'apporter des réponses et des solutions et des suggestions pour améliorer les choses. Docteur ? Oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais il faut dire qu'il y a eu des efforts énormes de la part des ministères qui sont de tutelle. Et il y a eu des plans d'action que Sa Majesté avait déjà posés et qui ont été réalisés. Par exemple, la création des SAMU avec des ambulances bien catégorisées pour le niveau du patient, des urgences en premier lieu, les urgences graves. Comme vous savez qu'il y avait des unités mobiles d'hospitalisation, vous les avez vues au Covid pour le 141. Et donc, il y a ça aussi, mais il y a aussi qui sont très performants et bien sûr avec des équipes professionnelles et tout. Vous avez raison. Encore une fois, vous avez raison. Je fais juste une petite parenthèse. Vous avez raison. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On ne va pas le nier ici. Il y a de très bons ambulanciers, professionnels, avec tous les équipements. Mais pourquoi les autres continuent de circuler et mettent en danger la sécurité des Marocains? C'est là où, même si ce n'est pas une généralité, c'est quand même dramatique de se dire aujourd'hui, en 2023, qu'il y a des ambulances sans rien, sans même pas de l'oxygène à bord. On en a vu, je veux dire, vous et moi, on ne va pas se mentir, où il y a juste deux bancs installés. C'est pas nettoyé, c'est sale, c'est insalubre. On va pas se mentir, c'est une réalité. Alors quoi, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont mieux, mais il faut les stopper, ces ambulances. Ce sont des dangers. Ça, c'est le secteur privé. Il faut une organisation. On l'a dit, pour ça, améliorer. Comme il a des professeurs Hassan, il faut bien sûr améliorer les deux secteurs. Maintenant, le secteur privé doit être amélioré sérieusement. Il doit y avoir il y a les lois déjà qui sont présentes, on le sait. Il faut discuter avec les gens spécialisés dans ce domaine. Déjà, beaucoup de lois qui ont été faites depuis 2010. Et donc, il faut juste appliquer les lois et c'est tout. C'est ça, le suivi. Et aussi, de la part des professionnels libéraux et des autres aussi, bien sûr, je ne parle pas que des professions libérales, de faire un effort pour la maintenance, pour la surveillance de leurs ambulances, pour faire le checklist comme on le fait nous tous les jours. Il y a un checklist qu'on doit obéir. Et donc vérifier les ambulances tous les matins quand on vient au travail, qu'elles sont fonctionnelles, qu'on peut, afin d'être prêt à toute intervention d'urgence pour que le patient soit en sécurité, c'est ça. Et donc, s'il n'y a pas ce suivi-là, bien sûr qu'il y aura des problèmes. C'est clair. Même le Sultana même la police, c'est pareil qu'une ambulance est mal, qu'il n'y a pas de sécurité du patient, c'est grave. D'accord, c'est un travail de tout le monde, quoi. C'est un travail de tout le monde. D'abord des professionnels eux-mêmes. Des professionnels eux-mêmes. Professeur Hassan, comment donne-t-on même à ces ambulances et ambulanciers des autorisations quand rien n'est aux normes? Comment c'est possible? La problématique est là. C'est un problème de gouvernance et d'homogénéisation et de régulation. Le citoyen, quand il a un incident ou un accident grave, il a à s'adresser à plusieurs entités différentes. Le système de transport préhospitalier, il est géré d'une façon inhomogène et peut-être qu'il y a un problème, pas peut-être, il y a un problème de communication entre les différents managers de ce secteur-là. On a la protection civile. La protection civile, le numéro 15, c'est
Ça relève du ministère de l'Intérieur. C'est un système qui est régulé, qui a une répartition extrêmement large sur le territoire national. Ils font un travail énorme, mais il y a une confusion entre le travail de sapeur-pompier, d'intervention en situation d'urgence, et donc il y a plutôt un problème de compétence de mobilisation de ressources quand il y a ces situations. En parallèle, il y a le ministère de la Santé qui a fait un projet d'établissement des SAMU. Ces SAMU-là aussi, ils ont un problème de répartition. Ils sont localisés pratiquement que dans les grandes villes. Ils ne font plutôt que les transferts secondaires entre hôpitaux et très peu d'interventions préhospitalières. Ils ont un numéro autre que le numéro 15, qui est le 141, où des efforts sont faits aussi, mais il y a toujours le problème de régulation. Il y a aussi le secteur des communes. Alors, beaucoup d'ambulances qui appartiennent aux communes, aux BMH, qui vont donner un coup de main au système du ministère de la Santé, mais qui a un problème particulièrement de contrôle, de cahier de charges et de contrôle. Et puis le secteur privé. Il y a certaines sociétés qui essaient de faire du bon travail, de faire un cahier de charges pour le recrutement du personnel et de l'équipement des ambulances. Mais certaines sont dans l'anarchie absolue et totale. Et ça pose un réel problème. Vous savez très bien que dans le secteur privé, une ambulance peut faire et le transport des décès et le transport des malades. Maintenant, il faudra faire réguler tout ça, homogénéiser tout ça et centraliser tout ça. On ne peut pas continuer avec des secteurs complètement anarchiques, différents les uns des autres, qui ne communiquent pas les uns les autres, à l'instar des pays qui se respectent. Et pour ajouter à ce que vous dites, professeur, là où le bas blesse, ça fait des années que ça dure. Certes, ça avance, mais tellement lentement finalement. Ouais. Qu'est-ce que l'on doit faire, nous, citoyens marocains, quand on a un drame, quand une personne est blessée? Qui doit-on appeler quand le 15 peut-être est surchargé? On ne peut, le manque de confiance est touché. On a de moins en moins confiance aujourd'hui. Docteur Lahlou. C'est un peu difficile. Si vous parlez de la voie publique, pour le moment, c'est le ministère de l'Intérieur, donc vous le savez, et donc c'est la protection civile. Maintenant, d'agir sur les accidents de la voie publique, en matière de privé, comme vous le dites, il faut de la confiance et il faut une interconnexion entre les différents ministères. Donc, il y a des autorisations nécessaires pour que ces privés peuvent faire le ramassage au niveau des accidents de la voie publique. Et ça pose problème. Déjà, vous parlez d'une anarchie très importante. Comment on peut faire confiance aux privés s'ils vont ramasser des personnes sans oxygène, avec des techniciens qui ne sont pas formés, avec du personnel non qualifié? C'est pas possible. Donc, c'est déjà un accident. Il y a une victime d'un polytraumatisé, par exemple, dans un AVP, il est déjà en extrême urgence. Et si on ne sait pas le manipuler et suivre les procédures, les procédures qui sont établies par le ministère de la Santé sur les formations, alors c'est pas possible. Ce malade n'arrivera pas. Donc, protection civile, ils ont beaucoup de formations sur le massage. Et donc, c'est cette confiance-là. D'abord, ils doivent suivre un cursus de formation très précise. Ils doivent avoir un cahier de charge, comme il a dit le professeur Adib sur ça. Et bien sûr, surveiller et contrôler. Chaque année, en Europe, par exemple, dans toutes les villes d'Europe, dans toute l'Europe, il y a une structure, la structure des SAMU, c'est elle qui donne c'est-à-dire, ils vont faire l'évaluation de la cellule de l'ambulance. Ils font que l'évaluation de la cellule de l'ambulance. Le ministère de Transport, c'est l'évaluation de l'ingénierie mécanique de la voiture, électronique, etc. Et bien sûr, les autres procédures, c'est-à-dire le permis correspondant à l'ambulance qu'il conduit, parce qu'il y a des ambulances qui sont de type A, qui transportent plus de 2 ou 3 malades comme nous les avons. Et ça, s'ils ont des permis particuliers, ce sont les permis D, c'est comme des camions. Donc, ces véhicules on les utilise, nous, dans les catastrophes, pour avoir 3 places de malades. Il y a des spécificités. C'est pour ça que si je ramasse un accident de voie publique, combien y a-t-il de blessés? Si on a 3, je dois apporter une ambulance spécialisée pour 3 personnes, bien sécurisée et bien établie, autorisée par l'État.
Donc, on ne peut pas faire entrer le secteur privé directement là s'il n'obéit pas à tous ces cahiers de charges. Voilà. Juste pour en revenir à ça, vous nous dites, merci de préciser pour les permis A, qu'on comprenne un petit peu comment sont faites les autorisations, mais à partir du moment où une ambulance n'est pas aux normes, comment peut-elle circuler et prendre des patients? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Comment elle a l'autorisation sans être aux normes, sans avoir le minimum totalement insalubre, qui lui donne l'autorisation de circuler et de prendre des patients et de prendre des malades? Ouais, les normes Keinin, le ministère comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministère de tutelle, il a posé une catégorisation des ambulances. C'est écrit, c'est fait et tout est réglé. Maintenant, c'est comme on l'a dit, pour inspecter et voir et contrôler, ça c'est autre chose. Vous voyez, contrôler, donc il va y avoir un système de contrôle. Mais est-ce qu'il existe ce système de contrôle? Est-ce qu'il existe? Ça, pour moi, j'en sais rien. Il faut demander aux gens qui sont dans le secteur. Moi, j'en sais rien pour ça. Je ne sais pas, professeur Adib, s'il a une idée sur ça, mais moi, je n'en ai pas. Alors, je vais vous donner le témoignage, s'il vous plaît, parce que vous pouvez témoigner ou envoyer vos messages sur nos réseaux sociaux, ou même si vous le souhaitez à notre standard. J'ai juste une dame qui m'interpelle là justement sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Souad et qui vous dit, elle qui témoigne, qui nous écoute actuellement et qui nous dit: je suis en train de vous écouter. J'ai moi-même été transportée dans cas Covid important. Je n'étais plus en état de marcher. J'ai appelé une ambulance près de chez moi. J'ai dû m'asseoir au sol. Il n'y avait qu'une sorte de chaise ou de tabouret, rien d'autre, rien n'était désinfecté. Ouais. L'ambulance était dans un état catastrophique. J'avais de très forts symptômes, je portais moi-même un masque, mais l'ambulancier et son assistant, rien du tout. Le véhicule était des plus sales, entièrement rouillé à l'intérieur. Merci de nous dire et de nous conseiller. Voilà. Bon, ça, vous devez l'entendre régulièrement, j'imagine. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a un rôle des pouvoirs publics pour pouvoir améliorer les choses, parce que là, maintenant, la solution suprême, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des textes de loi, qu'il y ait une instance de régulation, qu'on voit très prochainement arriver avec la Haute Autorité à la Santé qui devrait donner les normes et réguler tout ça et donner les instances de régulation. Mais entre-temps, les citoyens ont leur rôle à jouer, notamment ce que vous faites dans cette émission, et éventuellement même saisir la justice si besoin dans les cas d'écarts importants vus. Alors, si je peux me permettre, il y a un exemple flagrant qui a été super médiatisé, qui est le journaliste Marie Allah Yerhamou. Oui. Juste cette situation, elle devait porter une voix très très forte sur les anomalies du système. Quand on a un arrêt cardiaque juste à côté de la plus grande métropole du royaume, on n'arrive pas à contacter correctement, et quand on a l'ambulance qui arrive, il n'y a pas de défibrillateur, alors qu'on sait que le défibrillateur, c'est 4 minutes après l'arrêt cardiaque, et puis les modalités de transport pour amener dans une structure le parcours du patient n'est même exactement, pas... mais excusez-moi de le dire avec ces mots. Je veux dire, ça tue. Aujourd'hui, ça tue. On peut sauver des vies, mais des gens meurent. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faudrait un plaidoyer. Nous, par exemple, au sein de la Société marocaine de médecine d'urgence, nous avons écrit un livre blanc par rapport à cette situation. Nous avons des propositions par rapport à ça. Vous l'avez fait quand? Excusez-moi, c'était quand? Ça fait en 2020, nous avons édité un livre blanc. On a fait un plaidoyer lors de différents congrès dans les médias. On a été même au Conseil économique et social pour présenter des propositions. C'est clair que le Maroc, à l'instar de pays en exactement, on avait relayé également, devrait avoir un numéro national unique. Il faudrait pas déjà juste le numéro qui devrait être appelé devrait être un numéro national unique régalien. Comme vous voyez aux États-Unis, il y a le 911, en France, il y a le 15. Nous, on a une multitude d'appels et les citoyens ne savent pas qui appeler.
Alors, Et ça pose ce excusez-moi, problème messieurs, de... juste un peu, comme je reçois pas mal de messages et que je vais avoir du mal, je vais vous donner le numéro de standard et si vous voulez témoigner, ben, on va vous passer. C'est le 05 22 67 41 42. 05 22 67 41 42. Habituellement, nous ne le faisons pas dans Faites entrer l'invité, mais au vu des messages que je suis en train de recevoir, je pense que le sujet interpelle de très très nombreuses personnes. Dont un monsieur qui dit qu'il a, alors excusez-moi, je vous lis ce que vous dites. Moi, j'ai perdu mon fils avec une ambulance qui n'est pas arrivée à temps. Ce que vous dites est loin de la réalité. La situation est encore bien pire. Merci aux médecins de nous dire toute la vérité. Voilà, messieurs. Alors, j'ai un élément de réponse si vous permettez, ou la si Karim me permet. Allez-y, professeur. Alors, déjà, la problématique. Imaginons qu'on ait un numéro unique. Il y a un problème d'abord citoyen. Les sapeurs-pompiers de Casablanca reçoivent plus de 3000 appels bidons par jour. Il y a des gens qui s'amusent au téléphone. Et donc forcément, quand des citoyens en situation de détresse vont appeler ces numéros, ils vont trouver du retard, ils vont trouver les lignes occupées et ça cause des retards. La deuxième des choses, ces numéros-là vont mobiliser une ambulance. Ben, normalement, les ambulances devraient être réparties géographiquement sur un territoire donné pour pouvoir apporter une réponse rapide. La problématique aussi chez nous, c'est que les ambulances sont généralement centralisées. Même les ambulances privées sont généralement à côté des hôpitaux. Et ça leur demande du temps pour arriver là où il y a des sinistres. Même les routes chez nous, et ça c'est le rôle des agences urbaines et des ministères de transport, on n'a pas de route dédiée pour les ambulances. On a tous voyagé Non, la dans voie des de pays secours. étrangers. Oui, Les pas de voies voie de de secours. secours, les voies de bus, des choses comme ça. Et ça fait des retards. Donc, ça cumule les retards. Même quand l'ambulance va se déplacer, on a des retards cumulés un petit peu partout. Le ministère de la Santé a essayé à lui seul de faire notamment avec le projet SAMU ancien, avec les hélicoptères. Même les hélicoptères, ils n'existent plus maintenant. Donc, il y a beaucoup de problèmes de différents niveaux de responsabilité qui fait que ça devrait être une priorité nationale à discuter, en multisectoriel, éventuellement en intégrant les citoyens et les parlementaires pour pouvoir trouver des solutions. Et la solution majeure, c'est un numéro national unique. Mais messieurs, avant de dénoncer juste le manque d'ambulances, on sait que en termes de chiffres, on est loin, loin, loin de ce qu'il faudrait, en particulier pour tout ce qui est dans les zones rurales, même si un véritable effort a été fait en ce sens. Mais avant de parler de chiffres de véhicules sanitaires, il faudrait se préoccuper peut-être vraiment davantage du nombre d'ambulanciers qualifiés pour prendre en charge des malades. Une ambulance, c'est pas comme une voiture, une simple voiture que l'on conduit. Il faut vraiment avoir une formation et pour conduire un malade quelque part. Comme je le disais en introduction, il faut savoir qui on transporte, ce qu'il a, comment on peut l'accompagner. Il y a des degrés d'urgence qui ne sont pas les mêmes. Si cet ambulancier n'est pas formé et qualifié pour le faire. Oui, nous avons, si je me permets, professeur Hassan, nous avons instauré, le ministère il a instauré plusieurs formations. Il y a d'abord l'école des ambulanciers aujourd'hui qui existe dans plusieurs villes. Et donc, il y a formation, donc il suit un cursus de 2 ans de formation bien précise, bien établie par une commission qui a été faite. Et donc, au bout de 2 ans, ils sont sanctionnés. Donc, chaque année, ils sont sanctionnés par un examen. Et puis, ils ont des stages, bien sûr, des stages de conduite, beaucoup de stages différents, puisque leur métier, il n'y a pas seulement la conduite, il y a l'hygiène, il y a la sécurité, etc. Et puis comme on a dit tout à l'heure, la motorisation du véhicule, mais aussi la cellule où le malade sera reçu.
Et puis, ces écoles-là, ils ont une capacité. Et leur capacité, bien sûr, est limitée, alors que la demande est très grande. Donc, il faut multiplier les écoles. Donc, il y a eu l'Office de formation professionnelle qui, lui aussi, est entré dans ce système avec une commission qui a été passée il y a 2 ans, justement. Et ils ont fait un cursus. Il y avait des experts français avec nous et on a mis sur la commission tout ce qu'il faut faire comme action. Et donc maintenant, aujourd'hui, ils sont en train aussi de former des ambulanciers, des techniciens spécialisés. Donc voilà, mais tout ça pour avoir le nombre maximal qu'on a besoin sur la demande, elle est énorme. Vous voyez, nous, on demande 11 ambulanciers. En secteur privé même, et tu n'obtiens que 2, par exemple. Vous voyez, on manque, c'est un problème de formation pour ces techniciens. Donc, il doit y avoir dans toutes les villes plusieurs secteurs de formation pour pouvoir combler ce déficit. Ça, d'une part. D'autre part, vous avez les gens qui déjà conduisent les ambulances depuis très longtemps, mais qui ont appris, c'est-à-dire c'est des autodidactes sur l'expérience, etc. C'est tout. Mais ils n'ont pas de diplôme. Mais d'autres qui viennent et qui travaillent sans avoir aucun diplôme. Donc, il doit y avoir des lois qui interdisent d'abord que les gens Mais oui, mais c'est fou ce que n'ont vous pas nous de dites. diplôme de travailler sur... Ils n'ont rien, ils Voilà. conduisent des ambulances avec des malades et ils n'ont rien. Ils ont juste un permis. Comme Ouais, ils pourraient ça faire. doit se régler. Voilà, mais comme ils pourraient faire des livraisons. J'aimerais bien avoir aussi vos témoignages à vous. Professeur Hassan, quelle est la pire situation à laquelle vous avez assisté? Il y en a beaucoup, mais en Ben, toute franchise, quelques-unes, s'il vous plaît. C'est moi, ce qui m'a important. marqué le plus, c'est des situations où des traumatisés graves arrivent à plat ventre, décédés dans leur vomi. Ça remonte à longtemps, mais c'est des situations qui ont existé, que nous avons soulevées et que nous avons essayé de corriger. Mais bon, il faudrait un texte de loi qui va réguler tout ça et légiférer sur tout ça. Est-ce que vous, en tant que professionnel, vous êtes invité quelquefois justement à dialoguer, faire des propositions? Oui, bien sûr. La dernière fois, c'était quand, par exemple? Moi, c'est dans mon secteur, c'est-à-dire ça avec mon ministère de tutelle. Mhm. Donc, on en voit toujours, on a eu sur les besoins, ce qui doit évoluer. Par exemple, on a été, c'est-à-dire interpellé sur la mise en place de plusieurs antennes de SAMU à Casablanca sur les 11 wilayas, etc. Et donc, on avait donné tout le nécessaire, ce qu'il faut, et voilà, ça se fait comme ça, donc pour préparer ultérieurement de ce cadrement de la région du Grand Casablanca. Donc ça avait été déjà fait le septembre en 2019, et c'est pour faire des choses pareilles, c'est pas facile, vous le savez, ça demande énormément d'argent et de ressources. Donc déjà pour nous, c'est 40 médecins qu'il faut à Casa pour les répartir sur les 11 gouvernements. Et puis Marrakech, je ne sais pas combien. Et chaque région géographique a ses nécessités. Donc on est interpellé sur des choses comme ça, mais pas plus. Pas plus. Voilà, Alors, par exemple, Madame, oui, je vous vous en avez prie. posé une question extrêmement intéressante. Alors, nous travaillons avec le secteur le ministère de la tutelle dans plusieurs. Mais comme je vous ai dit, à travers notre société savante, nous avons été amenés à faire des auditions avec le Conseil économique et social, avec des parlementaires. Nous avons, pas plus tard qu'il y a moins d'un mois, une réunion avec la direction des hôpitaux des soins ambulatoires. Et puis nous participons, parce que le projet il est en cours, au fait, même si ça tarde à venir, nous participons avec la protection civile à la formation à beaucoup de choses. La problématique, c'est que nous, en tant que professionnels de la santé, on est limité dans notre secteur. Alors que, je ne sais pas si vous avez, dernièrement, il y a eu une question au Parlement où le ministère répond que pour tout ce qui est préhospitalier, c'est plutôt le ministère de l'Intérieur qui est en charge et qui est en train de préparer un texte de loi. Je pense que dans l'avenir, il va y avoir des choses. On a des prémices.
mais il y a toujours le C'est problème c'est qu'on est devenu quand même très, très, très impatient. On ne remet pas en Oui, cause voilà, c'est ça. ici Ouais. le travail, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par et le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé. Il est question ici de parler de ces ambulances qui ne sont pas aux normes, privées le plus souvent, vous avez raison, mais qui ne devraient plus rouler du tout ou prendre et mettre en danger des patients, des chauffeurs qui ne sont pas qualifiés pour prendre des patients. Et pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on ne stoppe pas ça? Puisque eux-mêmes peuvent tuer des gens puisqu'ils ne vont pas les secourir. Et que le citoyen marocain le sache pour pas qu'il les appelle, tout simplement. Ben oui, il faut, Oui, dans ce non? cas-là, il faut qu'il ait la connaissance des structures privées qui Voilà, sont aux normes. merci. Et là, c'est une classification doit être faite par l'organisation, c'est-à-dire de ce secteur-là. Comme il a dit tout à l'heure, on avait dit qu'il y a un système anarchique, il n'y avait pas une sectorisation bien réglée, qui ne sont pas bien classées, etc. Donc, il y a des structures qui sont uniquement pour accompagner des gens qui ont de la dépendance, c'est-à-dire dans leur mobilité. Ils ne sont pas en urgence, c'est Tout juste à pour fait. Tout déplacer le à fait. patient pour aller voir consulter ou quelque chose. Mais il y a les autres qui rentrent dans le système d'urgence et ce système doit être bien organisé. Donc, s'il était organisé, il y aurait des classifications. S'il y a des classifications, je sais que c'est une urgence grave, je dois appeler ce système-là. Si c'est juste pour un déplacement d'une fracture simple, par exemple, voilà, je vais appeler le système tel. D'accord? Mais ici, il faut dire qu'il y a des établissements privés préhospitaliers qui sont bien structurés, comme l'a dit le professeur Elie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont dans les normes, ils sont dans les cahiers de charges GNO. Il faut juste les connaître. Mais maintenant, comment on fait qu'il y a des gens qui ont une ambulance, par exemple? Vous avez quelqu'un qui a une ambulance qui travaille avec. C'est pas structuré. Et c'est un chauffeur qui n'a aucun diplôme. Il a acheté l'ambulance et il travaille avec. Voilà. Mais voilà, mais moi c'est ça Voilà. que je veux, c'est ça que je veux Il est savoir, en s'il dehors vous de la plaît. situation. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors moi, donc demain, moi, je vais aller acheter une ambulance, d'accord? Je vais mettre ambulance dessus et je peux donc transporter les patients. Madame Il Fathia, faut avoir normalement, l'autorisation. Alors, je vais aller demander l'autorisation à qui? là, ça pose problème en ce moment, mais dans l'avenir, le problème devrait Oui, être mais là, réglé. on parle en ce Quoi? moment. Oui, Aujourd'hui, mais on parce que peut très demain, rapidement. demain, je Rapidement, vous ce qui va se je passer. vous assure à tous les deux que nous avons fait cette même émission il y a 4 ans et nous disions les mêmes choses. Je vous Non, assure. mais si tu permets, on est en train de vivre une nouvelle ère. Je Ce qui est l'espère. en train de se passer avec le projet de protection sociale et de généralisation de l'assurance maladie va obligatoirement régler beaucoup de problèmes. Parce que les actes de transport médicalisé vont devenir des actes assurés, C'est dans vrai. la, C'est produits vrai. dans la nomenclature, et que tout patient devrait passer par ce qu'on appelle un parcours coordonné de soins. Et donc forcément, on ne peut pas rembourser ces gens-là, on ne pourra pas payer ces actes-là s'il n'y a pas de parcours coordonné de soins, s'il n'y a pas de cahier de charges, s'il n'y a pas des gens qui sont accrédités pour ce transport. C'est Sinon, ils important vont ce que pas vous être dites là. remboursés. Et il n'est plus censé que les patients et le citoyen puissent payer de sa poche un transport. Ça devrait disparaître avec la généralisation de la protection sociale. Oui, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On appelle une ambulance et avant qu'elle n'accepte de vous transporter, vous demande l'argent et quelquefois, bien évidemment, toujours pratiquement en espèces, où il n'y a absolument aucun justificatif. Si le projet aboutit rapidement, ça va imposer que ces actes-là de transport vont être dans la nomenclature, avec leur nomenclature, que le citoyen soit assuré, il n'a pas à payer ce transport, et le transporteur devrait obéir à un parcours coordonné de soins, territorialisé, établi par le groupement territorial de la santé, et sur des normes, avec un système obligatoire de contrôle. L'État est obligé de contrôler le secteur à la lumière de ce qui va arriver dans la refonte, la refonte du système de santé. Et forcément, ces normes-là vont être établies par une haute autorité à la santé qui est multisectorielle, intégrant la santé, l'intérieur, le transport et j'en passe. Aujourd'hui, s'il vous plaît, combien de centres de formation
d'ambulanciers existent au Maroc? Est-ce que vous savez? Alors, il y a des branches dans les instituts supérieurs, les instituts supérieurs de sciences infirmières et techniciens de la santé. Je pense que c'est dans tous les instituts la branche est ouverte, mais comme a dit Dr Karim Flou tout à l'heure, ça reste en dessous, Des largement en besoins? dessous des besoins. On est en train de voir aussi des écoles privées qui commencent à les former, mais pour le moment, tant que les textes de loi n'ont pas abouti, le système n'est pas là, dans le secteur privé, ils ne sont pas obligés de recruter des gens qui ont la diplomation. Parce que ça implique un niveau de salaire, ça implique un niveau d'assurance aussi. Et donc, il faudra rapidement que les textes de loi arrivent et qu'il y ait un texte de loi dédié au transport sanitaire. Alors, s'il vous plaît, juste pour conclure, à moins que vous ayez des éléments importants à ajouter, quel conseil on peut donner à toute personne qui est en train de nous écouter actuellement? Quel conseil on peut donner pour ne pas avoir de drame, pour éviter des drames, pour être conduit comme un véritable, comme devrait l'être en fait un malade? Que faut-il faire pour ne pas tomber sur de mauvais ambulanciers, une mauvaise ambulance? Il y a des structures qui sont connues, je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas Le 15. Non, le 15, ça c'est pour l'État, il y a le 15, il y a le Mhm. 141, il y a des... ce que je veux dire, c'est dans le secteur privé. Donc, s'il veut que le secteur privé arrive chez lui, donc c'est un choix. Donc, le patient lui-même, la famille, doit bien sûr s'assurer que cette ambulance qui va venir est dans le besoin du malade. Donc, quand j'appelle ce système-là, je demande toujours à l'ambulancier, et ça je vais le dire parce qu'il y a des patients qui vont aller interpeller un ambulancier juste à côté ou je ne sais pas où, et qui voit l'ambulance comment elle est, et il la prend quand même. Ça, je suis désolé, le patient doit lui-même choisir l'ambulance. Donc, quand je parle à une structure, un établissement préhospitalier, je lui demande, monsieur, est-ce que vous avez un infirmier par exemple, vous avez un médecin avec vous? Ça, c'est des informations qui apportent une indication sur l'état de l'ambulance. Un médecin ou un infirmier pour être dans une ambulance ne peut être que s'il y a l'oxygène, il y a le défibrillateur, il y a tout le matériel nécessaire. Vous comprenez ce que je dis? Tout à fait. Donc c'est ça ce qu'il doit demander le citoyen. Donc privilégier le 15 ou le 141, et quand on fait appel à une ambulance privée, d'une société privée, toujours avoir le réflexe de demander s'il y a un infirmier ou un médecin avec lui. Vous avez parfaitement raison, parce que déjà, c'est rassurant, ne serait-ce que ça. C'est rassurant, et on se dit qu'obligatoirement, ils doivent avoir au sein de l'ambulance ce qu'il faut pour les premiers secours. Exact. Si je peux rajouter, Madame Ftria, il y a aussi, j'en avais parlé tout à l'heure, il y a aussi le devoir citoyen. Le devoir citoyen, c'est aussi de ne pas jouer avec ces téléphones-là, ne pas les appeler pour ne pas submerger les appels téléphoniques et laisser la chance à autrui qui est en détresse de pouvoir bénéficier de ces structures-là. La deuxième, c'est qu'il faudrait que nous transformions tous en un peuple de sauveteurs. Il faut que tout citoyen se forme au premier secours. Oui. Il faudrait d'ailleurs qu'il y ait un programme. Dans les écoles. Dans les écoles, il faudrait qu'il y ait un programme de formation au premier secours dans les écoles, chez les ouvriers, dans l'industrie, partout, pour que les gens savent faire les gestes essentiels et comment alerter aussi les numéros essentiels à contacter. Et puis, bien entendu, quand le transport est fait, il faudra aussi améliorer l'accessibilité dans les hôpitaux. Ça aussi, dans les urgences, il y a aussi une problématique. Ça ne sert à rien d'aller courir avant l'hôpital pour arriver aux urgences et attendre pendant des heures. Il faudrait qu'il y ait un système de triage qui permettrait de trier les plus graves pour aller dans les déchocages, etc., etc. Et même dans cette notion de rapidité, vous en avez parlé, les ambulanciers doivent être conscients, et les citoyens, que ce n'est pas la vitesse qui va sauver. La vitesse, quand on va faire un freinage à l'arrivée des urgences,
on va avoir un arrêt cardiaque parce qu'il y a une hypovolémie qui s'installe. Et donc, même cette notion de temps, il faut la rendre beaucoup plus optimale et efficace et efficiente. Vous avez parfaitement raison sur tout ce que vous dites et en particulier ce dernier point que vous précisez. Si l'ambulancier n'est pas qualifié, ne sait pas qu'il faut ne pas foncer sur la route et justement ne pas et mettre en danger en fait la personne qu'il transporte. Merci infiniment à tous les deux. On y reviendra sur ce sujet. Je vais vous rappeler, soyons-en sûrs, et certains parce qu'il est trop important et que nos éditeurs nous alertent très, très, très régulièrement sur ce volet des ambulances, l'état des ambulances et la non-qualification des ambulanciers. Merci beaucoup, professeur Hassan Al-Hadib. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la Société marocaine de médecine d'urgence et puis également vous, docteur Karim Lahlou, vous êtes médecin urgentiste. J'espère vous revoir très prochainement. Merci. Merci. Au revoir, merci à vous. Au revoir. Vivre avec vous.